Allons-nous vers un accord historique ou pas? Un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ce mercredi 15 janvier. Un tournant majeur s'est dessiné au Moyen-Orient avec la conclusion d'un accord entre le Hamas et Israël. Conclusion toujours en suspens après plus de 15 mois de conflit intense. Prévu pour entrer en vigueur ce dimanche 19 janvier, cet accord marquerait donc un cessez-le-feu tant attendu et prévoit une libération des 33 otages en échange de près de 1000 prisonniers palestiniens. Cependant, la situation reste délicate. Le Premier ministre israélien a récemment exprimé des préoccupations concernant, selon lui, la remise en cause par le Hamas de certaines clauses de cet accord. Le Premier ministre qatari a de son côté fait une annonce sur une libération d'otages israéliens lors de la première phase de cette trêve. Dans ce contexte, nous avons le plaisir d'accueillir Daphna Poznansky-Benamou, élue pour la circonscription Tel Aviv-Haïfa. Elle siège également à l'Assemblée des Français de l'étranger pour la circonscription d'Israël et des territoires palestiniens. Ensemble, nous allons explorer les enjeux de cet accord et ses implications pour la région, accords qui, au moment où on se parle, ne sont toujours pas signés. Daphna Poznansky, bonjour. Bonjour. Alors, pour l'instant, tous les Israéliens, et j'imagine les Gazaouis aussi, nous sommes tous suspendus au dernier communiqué. Et le dernier communiqué, comme vous l'avez indiqué, c'est que pour l'instant, le Hamas est revenu sur certaines clauses de l'accord. Vous avez parlé d'accord historique. C'est pour moi un peu choquant ces mots accord historique. Accord historique, pour moi, c'est, vous savez, je suis une juriste, entre des États. Là, il Oui. s'agit d'un accord de cessez-le-feu entre un État, l'État d'Israël, et une organisation terroriste, le Hamas. Quels sont, selon vous, d'après ce que vous avez comme information, les enjeux de cet accord, partant du principe qu'on parle des accords en général sans la remise en cause par le Hamas? Pour tous les Israéliens, il s'agit de faire revenir nos frères et nos sœurs qui ont été pris en otage le 7 octobre 2023. Ouais. Quel que soit le prix, quel que Donc, soit le niveau de concession qu'Israël doit faire, il faut faire revenir les otages. c'est la priorité, le retour des otages en Israël. Oui, c'est une priorité absolue. J'étais extrêmement choquée hier. La télévision israélienne, donc vers la fin de l'après-midi, parle effectivement d'un accord imminent, mais en même temps, la télévision israélienne nous dit, oh, instruction a été donnée aux 4 hôpitaux qui devraient recevoir les otages libérés de traiter ces otages comme des rescapés de la Shoah. Ces mots-là nous renvoient de manière automatique et immédiate au plus jamais ça qui est la base fondamentale en quelque sorte de la mentalité israélienne. Le Hamas n'a pas dit, même pour la liste des 33 otages qui doivent être libérés en 42 jours, vous imaginez en 42 jours la Hmm. torture des familles et de nous tous d'ailleurs. En fait, on ne sait pas si ces 33 otages sont en vie ou pas. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce qu'on a effectivement parlé du 7 octobre et la France a été particulièrement touchée également sur ce 7 octobre. Oui, hélas, nous avons perdu 48 franco-israéliens. Et aujourd'hui, on se pose des questions sur les 2 derniers otages franco-israéliens qui nous restent. Nous attendons avec espoir et la peur au ventre en même temps. Parlez-nous des implications pour la région. Alors, écoutez, tout va dépendre de ce qui va se passer après. Si on laisse le Hamas diriger la bande de Gaza, eh bien, écoutez, quand j'ai parlé au début de accord de cessez-le-feu provisoire, ben voilà, on y revient. C'est-à-dire que, ben bon, dans 10 ans, ils se sont entièrement réarmés. Vous savez, et il y a une chose qui est très choquante depuis hier soir. On voit le Hamas crier victoire et l'Iran crier victoire. Alors voilà, on va parler des enjeux. On est vraiment dans une sorte d'autre réalité, vous voyez, parce que le Hamas militaire a été complètement détruit, ou en tout cas à 98,5%. Le Hezbollah qui avait attaqué au lendemain du 7 octobre 2023 Israël, on sait tous ce qui est arrivé au Hezbollah, qui est quand même extrêmement affaibli. Oui. L'Iran elle-même est très affaiblie. La Syrie d'Assad a disparu. Par contre, Israël a réussi à soutenir le choc. Il faut savoir que Israël est un tout petit pays. C'est à peu près équivalent à 2 départements français, pas plus. Et en fait, au tout début de la guerre, c'est le peuple qui s'est levé, comme dans l'histoire de France à Valmy, la même chose. Et donc, c'est vraiment le peuple qui a tenu l'État pendant les premiers mois.
Daphna, quand on entend par exemple Donald Trump qui fait aussi partie de ceux qui crient victoire, comment est-ce que les Israéliens réagissent par rapport à ça? Écoutez, pour le moment, les Israéliens, ils pensent seulement, c'est est-ce que vraiment on va revoir les otages? Alors, Trump crie victoire, Biden a crié victoire hier, tout le monde crie victoire aujourd'hui, d'accord? Oui, Trump crie victoire, mais de quoi il parle? Si il est capable, Trump, d'imposer, par exemple, à l'Arabie Saoudite, qu'elle prenne les choses en main, qu'effectivement les États arabes décident qu'effectivement il va falloir arrêter ce bain de sang qui a lieu tous les X années. Les États arabes ont donné des milliards de dollars au Hamas. Nous tous en Israël, on pensait qu'ils allaient construire Singapour en mieux. Et oui. ils ont construit quoi? Une usine d'armement. Au lieu de construire un projet de vie, ils ont construit un projet de mort. Qu'est-ce qu'a apporté le Hamas aux Gazaouis? Ben, la pauvreté extrême. Ils vivent de mendicité, en fait, auprès des États et des organismes internationaux. Et rien, absolument rien. Et la ruine de Gaza, un Gaza qui a été complètement détruit et une catastrophe humanitaire. On en est tous conscients. Quel rôle, d'après vous, le Qatar peut jouer ou pas dans cet avenir qui est en train de se mettre en place? Et surtout, comment cet accord pourrait-il influencer les relations futures entre Israël, justement, et les Palestiniens? D'abord, vraiment sorte gagnant en réalité, hein, malgré les cris de victoire stupides qu'on entend. Eh bien, c'est effectivement le Qatar dont il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il était mis au banc des nations et on parlait, il y avait des sanctions. Donc le Oui. Qatar, il s'est refait une virginité diplomatique dans cette histoire et Israël sort gagnant aussi. Donc maintenant, les États-Unis aussi sortent gagnants de cette histoire. Trump a certainement un rôle important à jouer parce que, en fait, tout le monde sait qu'il est imprévisible. Quelqu'un qui est président des États-Unis, dont on connaît le caractère imprévisible, c'est quelqu'un dont tous les diplomates du monde entier doivent se méfier et qui doit être vraiment pris très au sérieux. Je crois que Trump a un rôle à jouer parce qu'il s'entend très bien quand même avec les Saoudiens et que peut-être la carte à jouer maintenant, c'est l'Arabie Saoudite, la reprise des accords d'Abraham avec leur extension. Il faut se rappeler surtout que les accords d'Abraham n'ont pas été, ça fait 15 mois de guerre, ils n'ont jamais été dénoncés par les États arabes qui les ont signés. C'est très instructif aussi. Sur l'influence de cet accord, justement, sur les relations futures entre Israël et les Palestiniens, quel est votre avis là-dessus? Alors, de quels Palestiniens on parle? C'est bien là le problème. Il y a les Palestiniens, donc des territoires palestiniens, et il y a les Palestiniens de Gaza. Donc, en fait, voilà, alors on ne sait pas de qui on parle. Encore une fois, ce sont deux problèmes différents en réalité. Il faudrait arriver à une solution avec l'autorité palestinienne et je fais partie des personnes qui regrettent infiniment que la politique de ces 20 dernières années du Premier ministre Netanyahou a toujours été de favoriser le Hamas au détriment des Palestiniens des territoires autonomes. Ça, je le regrette infiniment. Il est sûr d'une chose, aucun Israélien, même le plus grand défenseur de la paix, le plus grand militant de la paix, ne peut aujourd'hui, après le 7 octobre 2023, penser que demain matin, on va faire la paix avec la solution à deux États, avec un État palestinien qui tomberait aux mains du Hamas après-demain et qui serait donc une menace existentielle encore plus forte qu'elle n'a été sur la frontière en plus en Cisjordanie. Donc le 7 octobre a bouleversé le jeu au Proche-Orient et surtout, et ça je le regrette profondément, en fait il a repoussé la solution à deux Ouais. États. Quels sont, selon vous, les défis immédiats que vous anticipez dans la mise en œuvre, de ce cessez-le-feu s'il intervient? Alors, il faut savoir que l'opération que l'armée israélienne a appelée les ailes de la liberté, c'est-à-dire la récupération des otages, 33 otages sur 98, selon les services de renseignement israéliens, les autres seraient morts. Comment je vois que sur 42 jours, chaque semaine, il y en a à peu près trois, quatre qui seraient libérés, et chaque fois, chaque seconde de cette opération de libération de chaque semaine, tout risque de capoter. Ça signifierait que on sera à la merci du moindre incident. Et ça signifierait
qu'en fait, ces 42 jours seront des 42 jours de grande tension, et là, tout peut arriver, et tout peut repartir en arrière. Donc cet accord est extrêmement fragile en réalité. Dans cette ambiance, justement, comme vous dites, de fragilité, de peur, quel est le message, vous, que vous aimeriez, en tant qu'élu, parce que vous êtes élu, transmettre à la communauté, au-delà des frontières, à propos, justement, de ce qui se passe en ce moment? Alors d'abord, je vous remercie de me poser cette question, effectivement, parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Et oui, j'ai un message. J'ai un message de la part des Français d'Israël, qui est une des communautés les plus importantes au monde. Et notre message, ça va être que le Hamas, en fait, on sait tous maintenant que l'objectif n'a jamais changé. C'est-à-dire, c'est de la rivière à la mer, from the river to the sea, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée, avec l'extermination de toute la population israélienne. Ce que le 7 octobre 2023 a prouvé, c'est que ce n'est pas un objectif qui va se réaliser. Je voudrais que vous, justement, vous transmettiez ce message de la part des Français d'Israël. L'extrême gauche française a repris ce message en tournant le dos à toutes les valeurs de la gauche. Non, non, le Hamas, non à l'extrême gauche française. Non, véritablement, le slogan de la rivière à la mer ne se réalisera pas. Merci Daphna, le message est transmis et va passer. Merci Daphna, je rappelle que vous êtes élue pour Tel Aviv, Haïfa et également à l'Assemblée des Français de l'étranger, où là vous représentez la circonscription d'Israël et des territoires palestiniens. Daphna Poznanski, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.